De Robert Hugh Benson, Le Maître de la Terre, suite. Rentré dans son cabinet, Olivier se tint debout quelques minutes à la fenêtre, s'enivrant de la glorieuse vision de solide raison qui se déroulait sous ses yeux. Il considérait le développement infini des toits, les énormes voûtes vitrées des bains et gymnases publics, les dômes des écoles où chaque matin la jeunesse s'instruisait des devoirs et des droits de l'état de citoyen, et les quelques flèches même des églises ne parvenaient point à distraire sa vue de la vivante grandeur du spectacle environnant. Il songeait à cette ruche infinie d'hommes et de femmes qui, remplissant l'espace ouvert devant lui, avaient enfin appris pour toujours les principes de l'Évangile nouveau, à savoir qu'il n'y avait d'autre Dieu que l'homme, d'autres prêtres que les chefs d'État, ni d'autres prophètes que les maîtres d'école. Et c'est d'un cœur tout réchauffé qu'il se remit à la rédaction de son discours de Birmingham. Sa jeune femme, elle aussi, s'abandonnait librement à la rêverie, tandis que, enfoncé dans un ample fauteuil, avec son journal sur les genoux, le wagon automobile l'emportait dans la direction de Brighton. Sans doute les nouvelles de l'Orient la tourmentaient plus qu'elle ne l'avait fait voir à son mari, mais elle ne pouvait se décider à penser qu'il existât un réel danger d'invasion. Toute la vie occidentale était désormais si raisonnable et si tranquille. Le monde avait enfin posé le pied sur un roc si solide. Comment imaginer que l'humanité se laissa de nouveau ramener dans les anciens marécages de l'ignorance et de la sauvagerie ? Non, cela était contraire à toutes les lois de l'évolution. Et pourtant, si cette catastrophe se produisait, si la marche du progrès, une fois de plus, se trouvait arrêtée par un éclat soudain des forces secrètes et malfaisantes de la nature, dans le demi-compartiment voisin, deux hommes s'entretenaient des travaux publics en cours d'exécution, décrivant la hâte fiévreuse qui présidait à ces travaux. Mais ces images, sans que ma belle sût pourquoi, l'inquiétaient plus qu'elles ne l'attiraient. D'autre part, impossible de songer à considérer le paysage par les fenêtres de la voiture automobile. Sur ces grandes lignes, la vitesse de la marche interdisait de rien voir. Du moins, la jeune femme tâchait-elle à se distraire en examinant le plafond blanc du wagon, les délicieuses peintures dans leurs encadrements de chêne, les grands globes qui, au-dessus des voyageurs, répandaient une douce et charmante lumière. Puis le grand appel retentit, la légère vibration devint un peu plus sensible, et dès l'instant suivant, la porte automatique s'ouvrit, et la jeune femme se trouva sur le quai de la station de Brighton. Comme elle descendait l'escalier qui conduisait au square de la station, elle remarqua un prêtre qui marchait devant elle. Vu ainsi de dos avec ses cheveux blancs, il semblait un vieillard, mais très droit et solide, car il s'avançait d'un pas admirablement ferme. En bas de l'escalier, il s'arrêta, se retourna à demi, et alors, à sa grande surprise, Mabel découvrit que son visage était celui d'un jeune homme, avec de beaux traits énergiques, d'épais sourcils noirs et des yeux gris d'un éclat singulier. Un moment après, il se remit en marche, et la jeune femme, à quelques pas derrière lui, pénétra dans le square, poursuivant son chemin vers la maison de sa tante. Mais soudain, sans autre avertissement qu'un coup de sifflet aigu qui semblait venir du plus haut des airs, une série d'événements extraordinaires se produisirent. Une grande ombre tourbillonna au-dessus de Mabel, un bruit de déchirement se fit entendre, puis un autre bruit pareil au soupir d'un géant, et comme la jeune femme s'arrêtait, effrayée, voici qu'un objet énorme, avec un nouveau bruit pareil à celui de milliers de chaudrons brisés, vint s'abattre devant elle sur le sol caoutchouté. Et puis l'objet se tint immobile, remplissant la moitié du square et agitant à sa partie supérieure deux longues ailes qui tournaient, frappaient l'air comme les bras de quelque monstre préhistorique,
tandis que des cris et des gémissements humains s'élevaient nombreux et confus dessous la machine. Mabel ne se rendit aucun compte de ce qui suivit, mais quelques minutes plus tard, elle se sentit poussée en avant par une pression violente, et tremblant de la tête aux pieds, s'aperçut qu'elle était sur le point de poser le pied sur quelque chose qui ressemblait à un corps humain écrasé. Une espèce de langage articulé sortait de ce corps. Mabel saisit distinctement les noms de Jésus et de Marie, puis tout à coup, derrière son dos, elle entendit une voix qui lui disait « Veuillez me laisser passer, madame, je suis un prêtre. » Elle resta immobile quelque temps encore, interdite par la soudaineté de l'aventure. Et c'est presque inconsciemment qu'elle vit le jeune prêtre aux cheveux gris se mettre à genoux, et tirant un crucifix qu'il portait sous son manteau, elle le vit se pencher sur le mourant, agiter sa main, approcher le crucifix des lèvres ensanglantées, et puis s'étant relevé précipitamment, aller recommencer le même manège auprès d'une autre des victimes de la catastrophe. Mais bientôt, du haut des marches d'un grand hôpital, à droite, des hommes descendirent tête nue, chacun tenant à la main un objet qui avait la forme des appareils photographiques d'autrefois. Et Mabel, comprenant qui étaient ces hommes, sentit son cœur bondir de soulagement. C'étaient les exécuteurs de l'euthanasie. L'appareil qu'ils portaient allait mettre fin aux souffrances des agonisants, les faire passer doucement, délicieusement, dans le royaume de l'éternel repos. Puis la jeune femme eut la sensation d'être prise par les épaules et refoulée en arrière. Et longtemps encore, elle dut rester là, au premier rang d'une foule compacte de gens de police et de curieux, avant d'être enfin autorisée à continuer sa marche vers la maison de sa tante.